Qu'est-ce que c'est que cette coiffure? Qu'est-ce que c'est que cet horaire, surtout 8h32? Je me demande si c'est pas une des premières fois je stream aussitôt. Comment ça va? Bonjour à tous, bienvenue dans la matinée Étienne. Alors un mot sur l'horaire, merci pour tous vos petits messages de bonjour, ça fait tellement plaisir. Tu m'étonnes qu'après ce soit tellement addictif ce truc quand on voit voilà, tout ce que vous décrivez, c'est trop sympa, c'est bien de se réveiller avec tout ça. Pourquoi 8h30 ce matin? Pourquoi 8h30? Parce que réunion à 10h30 à France Télévisions pour préparer la belle émission de jeudi soir en prime, en direct sur France 2, consacrée à la jeunesse française. Nous sommes la génération 2021. C'est une émission qui fera le constat de où en est la jeunesse française. C'est une période extrêmement difficile, on le sait, pour les jeunes. On fera ce constat et puis on essaiera aussi de voir s'il y a des motifs d'espoir. On se penchera aussi sur toutes les actions de solidarité autour de la jeunesse française. Donc c'est une très belle émission. C'est jeudi soir sur France 2, sauf qu'il faut la préparer. Et une nouvelle réunion de préparation avec Élise Lucet, avec qui j'ai le bonheur de co-présenter cette émission et avec toute l'équipe. C'est à 10h30 sur France Télévisions, donc je vous quitte à 10h. Donc ce matin, beaucoup plus tôt que d'habitude. Du coup, certains se félicitent. C'est la première fois que je peux regarder, me dire adieu avant d'aller voir les cours. Donc, nickel l'horaire. Bon, c'est peut-être bien 8h30 quand même. C'est peut-être bien 8h30. Bon, c'est cool. En tout cas, c'est nouveau. À propos de nouveau, est-ce que certains sont nouveaux dans la matinée Étienne? Que je leur explique un petit peu le concept. Est-ce qu'il y a des nouveaux? Un petit peu tôt quand même, ouais, je sais, ça pique un peu, mais il y a le café pour ça. Yes. Oh, il y a plein de nouveaux. Alors, je vais vous saluer quelques-uns. Knacky, je valide le pseudo, j'adore. Totalement nouveau. Beshaft, oui, ok. UKID Aïda. Ah, les pseudos. Oui, salut, bienvenue. Oui, Kaidi Wade. Lettre à Elise, oui. On débriefe de Castex, on va en parler, c'est dans plein d'articles ce matin, Castex. J'ai même pas besoin de parler de moi pour vous parler de Castex parce qu'on en parle encore beaucoup, notamment à cause du revirement sur AstraZeneca. Il nous a dit dimanche soir, ici dans cette pièce, le Premier ministre, qu'il ne fallait pas douter d'AstraZeneca, et le lendemain, on apprend que finalement, on le suspend. Question, interrogation, ça pose beaucoup de questions. Je suis nouveau, Lorrainien, salut. Les Max 7, je suis nouvelle. Oui, plein de nouveaux. Alors, bienvenue les amis, dans la matinée Étienne, où on fait quoi? On lit les journaux. C'est tout, c'est bête comme chou. On lit les journaux ensemble. En fait, je les lis pour vous, je les digère un petit peu. Réveil à 5h du matin, aujourd'hui encore, pour lire les journaux. Et puis, on lit les journaux ensemble. Je vous ai mis plein d'articles de côté. On en parle ensemble, on en parle de la vie aussi. L'objectif, il est tout simple, de passer un bon moment aussi, parce que c'est pas la télé ici, hein, c'est Twitch, donc c'est détendu. On fait un petit peu ce qu'on veut, donc on dit plein de bêtises. Moi, le premier, la seule règle, il n'y en a qu'une, mais elle est tranquille, c'est avec du respect les uns par rapport aux autres, surtout dans le chat entre vous. On n'est pas d'accord entre nous, évidemment, sur tous ces sujets que j'évoque. C'est de l'actualité, parfois c'est extrêmement clivant, on n'est pas d'accord, mais on l'exprime avec respect. Voilà. Certains m'interpellent, là dans le chat, beaucoup par exemple, sur les articles qui ont pu sortir, qui continuent à sortir d'ailleurs sur... ce que je fais sur Twitch, alors autour de l'actualité des journaux, mais ça c'est pas tellement polémique, quoique vu par mes confrères de Mediapart par exemple, c'est pas comme ça que je devrais faire, il n'y a aucun problème, moi je lis tous les articles et toutes les remarques et les critiques avec intérêt, parce que même dans la critique la plus radicale, il y a toujours des choses intéressantes, donc je lis tout, j'ai aucun problème avec ça, puisque vous m'interpellez sur ces articles, notamment la vidéo d'Usul, hein, j'espère que je prononce bien, USUL, le streamer, ouvrez sur... Tout ça j'ai vu, ouais, mais c'est bien fait d'ailleurs, c'est intéressant, hein. Donc tout ça, j'ai vu. Je vous résume ça en une fois, en une seule phrase. Alors, moi, je lis tout, hein, y compris, et surtout d'ailleurs, les choses critiques sur ce que je fais. Donc, je parlais des journaux, mais aussi, bien sûr, du fait que j'amène un peu aussi le débat politique sur Twitch, ce qui ne fait pas plaisir à tout le monde. Je lis tout ça, parce que, comme je le dis souvent, lire des messages sympas sur ce qu'on fait, c'est très très bien, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Et donc, je lis tous les articles critiques sur ce que je fais. Et alors, si je continue ce que je fais comme je le fais, c'est que je ne suis pas forcément d'accord avec l'analyse. Alors, c'est juste... Ah, on dit Usul, voilà, je m'en doutais, Usul. Peut-être que je n'étais pas sûr de la prononciation. Ok, donc je pars sur Usul, si vous validez. Voilà. Donc tout ça, je regarde. Alors, pour résumer ce que j'en pense, moi, je préfère être dans l'action. Je préfère faire... avancer, faire des choses que critiquer le travail des autres. Même si dans critique, la critique, c'est pas forcément négatif. La critique, c'est aussi c'est frotter son intelligence à l'intelligence des autres et dire non, moi je pense pas qu'il faudrait faire comme ça. Donc critique, c'est pas forcément négatif.
Mais moi, je préfère être, c'est vrai, dans l'action. Plutôt que dans le regard sur le travail des autres, j'ai toujours préféré faire ça. Ceci étant dit, je lis tout avec intérêt. Parfois, je trouve ça très pertinent. Parfois, il y a des arguments qui me touchent. Voilà. Euh, mais j'ai pas le temps de répondre. J'ai pas le temps de répondre parce que vous connaissez ma vie. J'ai un job, la matinale de France Info. J'ai un deuxième job, Question pour un champion, auquel je suis extrêmement attaché. Hein, c'est une belle aventure. Voilà, humaine et professionnelle. J'ai un troisième job que je me suis inventé parce que c'était pas assez, c'était streamer, apprenti streamer d'ailleurs, parce que tout ça est très nouveau pour moi. J'ai un quatrième job qui est plus important que tous les autres, c'est mes deux petits garçons de 4 ans et 1 an à la maison. Donc je lis tout, mais je réponds pas, donc j'ai beaucoup de demandes d'interview. Par exemple, Mediapart se demandait pourquoi j'ai pas répondu. J'ai répondu, hein, pourquoi j'ai pas répondu à leurs demandes d'interview, parce que j'ai énormément de demandes, tous les jours, plusieurs, et j'ai pas le temps par rapport à tout ce que je fais. Donc je lis tout. Cinquième job avec Hélène. Non, Hélène, c'est pas un job, c'est passion là. Voilà, donc c'est pas un job. Hélène, c'est mon épouse pour ceux qui savent pas. Donc je lis tout avec intérêt, mais j'ai pas le temps de répondre. Voilà, j'ai pas le temps de répondre en disant alors ton analyse elle est intéressante, et intellectuellement elle est pertinente, cet argument, oui, je le trouve très intéressant. Mais alors voilà mon avis. J'ai pas le temps. Ça veut pas dire que je méprise ce travail de critique qui est nécessaire. Parce que dans une démocratie, ben justement, il faut pouvoir échanger, il faut pouvoir critiquer. Donc ça ne veut pas dire que je méprise ce travail. Souvent, je le trouve très pertinent par rapport à ce que vous avez évoqué, la vidéo d'Ouzoul, par exemple. J'espère que je pense bien. Pardon hein, si Usul nous regarde là, parce que voilà, je ne suis pas sûr de la prononciation. Et les articles sur Mediapart ou ailleurs. Je ne méprise pas ce travail, mais je n'ai pas le temps de le commenter. Sinon, on va passer notre vie à commenter. Et on ne va plus rien faire. Voilà. Bon, les amis, on y va parce que ce matin, on est ensemble que pour 1h30 et je m'en excuse. Donc le cadre, on l'a défini. Et encore une fois, dans le chat, du respect, voilà, de la différence, des avis différents, mais exprimés avec respect, avec bienveillance même, si on peut. Voilà. Usul. Ok, ça y est. Bon, pour la prononciation, des gens très sympas comme Assiotus me mettent au parfum. On dit bien Usul. Maintenant, je saurai. Ok, bon, bah, le cadre me plaît bien. Bon, et vous savez quoi? Même si vous n'avez que 5 minutes, là, avec moi ce matin, en 5 minutes, je vais vous montrer les unes et vous aurez la substantifique moelle, comme on dit, c'est-à-dire l'essentiel. Ça ne veut pas dire que vous aurez tout compris, mais vous saurez de quoi parlent les journaux. Regardez, par exemple, on passe les unes en revue très vite et après, on rentre dans les articles. Hop! Est-ce que ça marche quand je fais ça? Oh là là, si techniquement ça suit, en plus c'est formidable. La une du Monde, hein, la dernière une du Monde, c'est pas sur ce qui fait la une partout aujourd'hui, vous verrez. C'est-à-dire la suspension du vaccin AstraZeneca en France, vous allez voir. Quasiment toutes les unes sont là-dessus ce matin parce que ça soulève plein de questions, c'est vraiment très intéressant. C'est sur Danone, l'éviction du PDG de Danone. Alors pourquoi ça interpelle autant le monde? Parce que ben justement, lui se revendiquait pour un capitalisme éthique, hein, pas forcément une course à la rentabilité, voilà, avec une façon différente de faire où on prend en compte plus l'humain, en tout cas c'est ce qu'il professait, du coup sa mise, c'est pas plus sa mise à l'écart, le fait qu'il était évincé par les actionnaires de Danone, eh bien, pose des questions et le Monde se penche sur ce dossier, c'est intéressant. On verra avec le Monde que l'un des pays au monde qui a le plus réussi sa campagne vaccinale, c'est le Maroc. Pourquoi? Comment? Pourquoi nous on n'a pas su faire ça? Ça aussi c'est super intéressant. La jeunesse, obsession d'Emmanuel Macron. Pourquoi de plus en plus de représentants de l'exécutif vont sur les réseaux sociaux, sur TikTok, je suis pas sur TikTok, j'y connais rien moi. Sur Facebook bien sûr, mais enfin bref, et notamment sur Twitch que je connais un petit peu plus. Pourquoi le Premier ministre a accepté par exemple cette invitation de dimanche soir dans cette pièce ici, analyse du Monde, très intéressante. On se penchera donc avec Le Monde, vous ne le voyez, page 14, sur les raisons de l'éviction du PDG de Danone, les ferments de l'éviction, les ferments lactiques, yaourt, Danone, ok. J'adore. Encore un article qui parle de Twitch, tout ça, oh, c'est encore moi. Alors ça, je passe très vite, hein. On va arrêter de parler de moi. Hop, voilà, dans Le Monde. Et maintenant, AstraZeneca. Voilà, si vous avez juste 1 minute, eh ben, sachez que ce qui fait vraiment la une ce matin des journaux, c'est ça, c'est le revirement, le doute. Il y a encore quelques jours, les autorités françaises nous disaient non, mais AstraZeneca, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de raison de suspendre. Ici même, là, sur cette chaise, le Premier ministre, dimanche, on lui pose la question, puisque dans le chat, vous posez la question. Qu'est-ce qu'il faut faire avec AstraZeneca? Non, mais on ne suspend pas parce qu'il n'y a pas de doute. C'est très très ferme, c'était très ferme. Le lendemain, le gouvernement, l'exécutif, annonce la suspension d'AstraZeneca. Ça pose plein de questions.
Le doute, comme le titre, Le Parisien, le coup de massue, dit encore le journal, page 2. Je ne vous lirai pas ces articles parce qu'on n'aura pas le temps, mais je vous les signale si ça vous intéresse. Une enquête du Parisien sur le milieu des tournages de films X porno en France, avec toutes les dérives qui sont, réalisés par certains producteurs réputés. J'aurai pas le temps de vous le lire, ce dossier un petit peu sulfureux, mais si ça vous intéresse, c'est dans le Parisien, page 12 et 13 aujourd'hui. Idem, je vous lirai pas l'article sur le fléau des homejacking, qui vise les joueurs de foot, souvent quand ils sont sur le terrain, par exemple. Mais c'est une enquête, si ça vous intéresse, à lire 14 et 15 dans le Parisien. Qu'est-ce qu'il y a en une du Figaro? Bim! AstraZeneca, la stratégie française mise à mal, énormément de questions là-dessus. Le Figaro y consacre sa une. Un petit article assez amusant sur Elon Musk qui vient de s'autoproclamer roi de la technologie. En VO, ça fait Techno King dans les statuts de sa société. C'est très très bizarre. Il n'est plus seulement PDG, il est Techno King. Alors ça fait genre très FC Melon, FC Flex, et en fait, il y a une petite blague derrière, et j'ai trouvé ça amusant de vous la raconter. Un jeune homme étonnant, Arthur Germain, de la Seine à la mer. Alors, c'est un fils de, parce que c'est le fils d'une femme politique très célèbre, je vous en dis pas plus, mais en fait, lui, il essaye d'exister par lui-même, il en a marre de dire, oui, Arthur, c'est le fils de... Voilà. Et donc il essaie de se réaliser, il fait des trucs incroyables dans le milieu de la natation. Il a été le plus jeune, je crois, au monde à traverser la Manche, la mer, à la nage. Et là, il veut remonter toute la Seine à la nage. C'est juste un grand malade. Je suis très admiratif de ce que fait ce jeune homme et qui essaye justement qu'on lui parle pas sans arrêt de sa maman. D'ailleurs, vous avez vu, je n'ai pas donné le nom de sa mère, exprès. Mais évidemment, je vous le donnerai tout à l'heure. Je lirai cet article parce qu'il m'a touché, page 36 dans le Figaro. Oh là, c'est dur à dire, mais il est beau ce titre, je me relance. Astracadabrantesque. Libération et sa science des titres. Ici, ça renvoie, vous savez, au mot qu'avait utilisé le président Jacques Chirac, abracadabrantesque. Et là, bien sûr, c'est avec l'AstraZeneca. Donc, cette expression se matine de vaccin. Et alors, Libération se demande pourquoi ce revirement. Qu'est-ce que c'est que ce pataquès? On lira l'analyse de Libé. Pourquoi Macron a changé d'avis, se demande le journal. Là encore, c'est pas forcément ce qui fait la une, mais c'est une belle histoire et j'aime bien aussi vous partager les belles histoires. Une histoire de cheval qui rentre en EHPAD, en maison de retraite. C'est je crois que ça s'appelle l'équinothérapie. Je ne sais pas si j'ai lu le mot dans l'article, mais je crois bien que c'est ce qu'on appelle l'équinothérapie. C'est quand le cheval devient un partenaire de thérapie pour les personnes âgées. Oui, équithérapie. C'est pas équinothérapie, c'est équithérapie, me dit quelqu'un. Équithérapie, voilà. Parce que là, je crois que le mot ne figure pas dans l'article. Équithérapie. Voilà, c'est extrêmement intéressant comment le cheval peut aider les personnes âgées, notamment en maison de retraite, à verbaliser davantage, à échanger davantage et de ce fait lutter contre la dégénérescence des fonctions cognitives. Voilà, c'est extrêmement intéressant et vraiment très touchant. La Croix, la une, c'est le vaccin. Dans la tourmente, l'opinion, la une, c'est le vaccin, le coup dur, avec une petite analyse sur Danone dont je vous parlais. Et puis, je ne lis pas que les journaux traditionnels. Je trouve très intéressant le site d'information Le Jour, avec une super enquête, un super papier sur... Regardez, le titre est génial. Covid-19, un an après, cherchez l'erreur. C'est génial. En fait, les jours... c'est le nom de ce site d'information qui est sur abonnement, qui est vraiment très très bien fait, est allé voir toutes les bêtises qu'on disait au début de l'épidémie, les scientifiques, les politiques. Le problème, c'est que c'était des bêtises qui étaient dites avec beaucoup d'assurance. Sur les masques, par exemple. Mais non, faut pas, si on ne tousse pas, vous ne portez pas de masque. Vous vous rappelez de tout ça? Et en fait, les jours est allé chercher, ou sont allés chercher 5 assertions, 5 affirmations comme ça, et ça nous fait un petit peu relativiser la parole des sachants, de ceux qui savent, et qui parfois affirment avec beaucoup d'assurance politique, scientifique ou autre d'ailleurs, des choses dont ils ne sont absolument pas sûrs, ou en tout cas dont ils devraient douter. Donc je trouve que cet article est de salut public, je vous le dirai, je vous le lirai ce matin. 8h46, on est sur un rythme enfiévré ce matin, puisque j'ai beaucoup de choses à vous dire en 1h30. Bon, regardez, cette histoire de cambriolage de grands joueurs de football fait la une de l'Équipe. Mais encore une fois, je n'aurai pas le temps de vous en parler. Mais si ça vous intéresse, c'est à lire dans l'Équipe et dans Le Parisien ce matin. Vous avez vu? Pas mal, le petit programme. Ok? Allez, toujours sur un rythme. D'habitude, on rigole, je chante. Mais là, c'est 1h30. Là, c'est
straight to the point, comme disent nos amis anglais. Je regarde un petit peu les questions dans le chat parce que comme je vais vite ce matin, je ne vous lis pas beaucoup, je m'en excuse. Non, ok, beaucoup de commentaires sur tout ça, mais vous allez voir, on va revenir sur tout ça en détail. Donc on va pouvoir échanger un petit peu. On fera peut-être des sondages. Ok, d'accord. J'adore les petites vannes, genre. Ok. Ok. Quelqu'un, je vois plusieurs qui me demandent, mais il n'y a rien sur PPDA. Alors quoi, il y a des choses nouvelles sur PPDA? J'ai raté. Petite recherche pour m'actualiser. Ce matin, j'ai lu. Ah, je vois, d'accord, effectivement, de nouvelles accusations de violence. Voilà. Plusieurs femmes qui livrent de nouveaux témoignages contre PPDA. Je vous confirme que ça n'est pas dans les journaux ce matin. Est-ce que c'est tombé trop tard pour qu'ils en parlent? Ok, eh ben je lirai les prochains papiers sur la question. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, je n'ai rien vu de tel ce matin. Voilà, bon, allons voir la presse en région maintenant. C'est ça que je voulais vous dire. Allons voir la presse en région pour constater une chose, que vraiment cette histoire d'AstraZeneca est dans tous les esprits et vraiment soulève énormément d'interrogations. Allez, où est-ce qu'on va aller consulter? On va aller consulter là. Toc, par exemple, ici, ne bougez pas, je vous règle ça. Tac, tac. Allez, allons voir la presse en région. Et vous allez voir, c'est étonnant à quel point cette histoire de vaccin fait la une. Hop, La Voix du Nord, par exemple, se demande AstraZeneca, beaucoup de bruit pour rien. C'est la question qui sera posée dans les articles qu'on va lire tout à l'heure dans la presse nationale. Est-ce qu'on a bien fait de prendre cette décision? Est-ce que ce n'est pas un excès de prudence? Se demande la Voix du Nord. Les avis sont extrêmement partagés, hein, les politiques comme les scientifiques. Le coup d'arrêt à AstraZeneca est en une également de l'Ardennais. Du Courrier Picard, même idée. Personne n'a d'assurance en la matière, mais faut-il vraiment s'en méfier? Voilà. Est-ce que ce principe de précaution n'est pas appliqué à l'excès? C'est ce que disent certains scientifiques, qui disent que pour l'instant, il n'y a aucun lien avéré entre les morts, par exemple, les décès suspectés, et le vaccin. Ils disent qu'il y a des millions de personnes qui ont été vaccinées déjà, et que le bénéfice, vous savez, avantage-risque, eh bien, il est très positif. Voilà, c'est des éléments de ce débat. Et puis d'autres ne sont pas du tout d'accord. Hop, à la une de tous les journaux, à la une de l'Est éclair, AstraZeneca suspendu. On continue, suspendu, le mot est repris par Libération Champagne, ici. En fait, je vous le montre parce que c'est très rare, en fait, que certains matins comme ça, tous les journaux soient sur la même actualité. Quand ça arrive pas souvent. Vraiment, c'est que cette actualité, elle s'impose à nous et que elle provoque beaucoup de questions, voire d'inquiétudes. À la une de Presse Océan dans la région de Nantes, ces doutes et précautions. Voilà, c'est à la une. Je ne vais pas vous les montrer toutes parce que je vous avais compris l'idée un petit peu du Maine libre, hein, la suspension du vaccin AstraZeneca, une suspension qui interroge, nous dit Nord Littoral, c'est bien comme ça, on voyage et on voit aussi la richesse qu'on a, on a de la chance de la presse régionale en France. La Dépêche du Midi, du côté de Toulouse, consacre également sa une à cette question. Voilà, je vous en montre encore deux parce que je crois que vous avez compris le principe de ce qui se passe ce matin. Voilà, il y a aussi quelques dossiers, je vous signale, celui du Midi Libre sur l'anniversaire, hein, la crise du Covid-19 qui a démarré il y a un an. Hein, on fête l'anniversaire notamment du premier... on fête l'anniversaire. Évidemment, ça n'est pas une fête, bien sûr, mais c'était il y a un an le début du premier confinement en France. L'année folle, il y a des dossiers comme ça, comme du Midi Libre, qui reviennent sur ces mois de souffrance à bien des niveaux pour le pays et pour les Français. Bon, voilà, vous avez compris le principe. AstraZeneca, un peu partout, comme ici, en une de Nice Matin, crise de foi, ça pose la question de la confiance. Le problème, c'est que pour les vaccins, dans un pays, vous le savez, la France, qu'on a longtemps décrit comme très sceptique sur les vaccins, alors ça avait changé un petit peu là avec un revirement de l'opinion sur les vaccins contre le Covid-19, hein, cette question de la crise de foi sur la question des vaccins, elle est bien sûr essentielle. Bonjour. Alors bonjour à ceux qui nous rejoignent. Alors vous n'avez rien raté encore puisque j'ai montré les unes, surtout pour dire qu'on parle beaucoup de la suspension d'AstraZeneca en France et maintenant on va rentrer dans le détail des articles. Hop, je me remets sur les unes. Hop, et on va commencer paradoxalement avec
Danone, puisque j'aime bien commencer par le monde. Mais avant de commencer par le monde, bonjour au nouveau, un petit café, parce que, bon, les habitués le savent, ici il y a une religion, il y a quelque chose de plus important que tout, même que l'actualité, c'est le café. Voilà, je suis caféinomane, c'est ce qui me permet de fonctionner, c'est ce qui me permet de ne pas dormir beaucoup, et aussi parce que j'adore, et aussi parce que ça me rappelle ma maman, qui était une grande caféinomane aussi. Donc, on a du café, on a un thermos, on a même la musique du café, et vous, on est en démocratie, vous buvez ce que vous voulez. Alors, café, ou thé, ou matcha, ou ce que vous voulez. À cette heure-là, par contre, 8h52, faut que ça titre zéro d'alcool, hein, sinon on est mal parti. Bon café à tous. Trop bien. Qu'est-ce que c'est comme café, demandent certains. Alors c'est que du légal, hein. C'est qu'il n'y a rien de, il y a aucune substance dedans. C'est café, lait, enfin mousse de lait quoi, genre un peu macchiato quoi, et sucre. Ou parce que je suis un petit peu cuisinier en matière de café, j'ai des sirops aussi, genre sirop gingembre, sirop caramel. Voilà, je me fais un petit peu mon. Je ne vais pas donner de marque, mais ce genre de café à emporter là, mais à la maison. Je suis équipé, mais j'ai un matos. Je crois que j'ai un meilleur setup pour le café que pour le stream. Bon, on est parti? Allez, on y va. Donc, Le Monde consacre sa une, pas à AstraZeneca, mais je suis sûr que Le Monde va en parler dans sa prochaine édition qui paraîtra cet après-midi, à l'éviction du PDG de Danone. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire, mais elle est extrêmement intéressante. Je lis et je vous explique. Des fonds activistes ont eu raison d'Emmanuel Faber, le patron du géant de l'agroalimentaire, donc Danone. Après des mois de tension, ces derniers critiquaient le manque de dynamisme commercial du groupe et des résultats inférieurs à ceux de ses concurrents. Bon, vous comprenez, bon, ça marche pas bien là, ça marche pas assez fort. Voilà, donc la chute de M. Faber, pourquoi on en parle autant ce matin, souligne la difficulté de concilier un capitalisme se revendiquant comme éthique et la course à la rentabilité. C'est ça qui est intéressant. On va revenir sur le Maroc dans cet article. Je vais tout de suite sur Danone pour vous expliquer de quoi il s'agit. Lisons cet article, page 14. Nouveau coup de tonnerre au cœur d'un capitalisme français décidément très chahuté. Le conseil d'administration a donc mis aux fonctions d'Emmanuel Faber, le PDG, dans le viseur de certains actionnaires qui le jugeaient responsable de mauvaises performances. Pourquoi on en parle autant? Parce que c'était un petit peu un patron à part et c'est une entreprise Danone un peu à part. Devenu directeur général en 2014, il a eu les pleins pouvoirs en 2017. Adoubé par Franck Ribou, celui qui était resté 20 ans à la tête de Danone, avait en effet choisi M. Faber pour lui succéder, le considérant comme le plus apte à faire vivre le double projet économique et social théorisé par son père, Antoine Ribou, fondateur du groupe agroalimentaire au tournant des années 70. L'enjeu de ce double projet, c'est pour ça que Danone est une entreprise qui n'est pas tout à fait comme les autres, en raison du projet de ses fondateurs. L'enjeu de ce double projet étant de faire de Danone une entreprise différente, capable d'attirer les talents, de séduire les consommateurs et de résister aux appétits des prédateurs. Hors de Danone, là on revient à M. Faber, ses engagements pour un capitalisme plus responsable lui ont permis de se forger une stature internationale tout en suscitant des irritations parmi ses pairs, comme lors de son renoncement à sa retraite chapeau. C'est quelqu'un qui avait pris des décisions assez fortes comme ça, donc il avait donc renoncé à une partie importante de sa rémunération, de sa retraite chapeau, comme on dit par exemple. Il s'engageait pour un capitalisme plus responsable. Ça faisait un petit peu grincer des dents les autres grands patrons. Voilà, d'où l'édito de Philippe Escande à droite, là. La confusion des bons sentiments. C'est drôle parce que c'est Philippe Escande sur un esclandre. Elle est nulle, ma vanne. C'est l'édito de Philippe Escande sur un esclandre. Vous avez le droit de dire que j'ai été très mauvais dans le chat, vous avez le droit. Vous avez tous les droits d'ailleurs. Qui écrit: peut-on atteindre, dans un même élan, l'exemplarité sociale et la performance économique? En fait, c'est toute la question qui est sous-entendue par cette actualité. La justice de l'une et l'efficacité de l'autre. Les défenseurs du patron licencié mettront en avant le sacrifice d'un visionnaire, les autres la sanction d'un piètre gestionnaire. Voilà. Le 26 juin dernier, pourtant, 2020, ouais c'est ça, dernier, Danone avait recueilli le plébiscite de ses actionnaires qui votent, écoutez bien, à plus de 99% la transformation de la société en entreprise à mission. Elle est la première société cotée française à adopter ce statut
introduit par la nouvelle loi Pacte. Désormais, Danone, au-delà de l'exigence de générer des profits, devra aussi statutairement remplir des objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux. Donc Danone, une société, un groupe un petit peu en avance par rapport aux autres, grands en tout cas, groupes. Et donc, conclusion de l'édito de Philippe Escande, l'échec d'Emmanuel Faber signifie-t-il que ces deux objectifs, sociétal et économique, une entreprise qui fait des bénéfices et qui fait du bien, si je puis me permettre de résumer ainsi, sont décidément irréconciliables, au moins pour une entreprise cotée, pas forcément, c'est peut-être un peu plus compliqué, dit l'éditorialiste, mais je trouve que le débat est extrêmement intéressant. Voilà. Voilà. Comment ça, un millionnaire qui n'en veut pas plus, intolérable, me disent de Last Rhinocéros en rigolant. C'est exactement tout le débat ici. Voilà, Philippe Escland, quand il fait des vagues, je vois que vous avez le même humour que moi, c'est-à-dire tout pourri, je valide à mort. Alors, Quentin Mess, je trouve aussi dommage qu'il n'y ait pas un débriefing. C'était déjà frustrant, mais c'est là encore plus. Vous parlez de Jean Castex. Mais c'est prévu, les amis. Ne vous énervez pas. Ne soyez pas sanguins. On va débriefer Jean Castex parce qu'il y a plein d'articles sur Jean Castex. On va en parler de ce qui s'est passé dans cette pièce à 18h. Je vais être tout à fait sincère avec vous. Je ne vais même être pas très sympa avec le Premier ministre parce que moi aussi j'ai été déçu. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. C'est promis. Donc pas de frustration, les amis. On continue. Donc je reviens au Maroc, parce que ça c'est intéressant, regardez. C'est dans les premières pages. Vous savez que Le Monde consacre ses premières pages à l'actualité internationale d'ailleurs, et c'est très bien. C'est un des pays qui réussit le plus au monde sa campagne vaccinale. Ah bah c'est pas la France, c'est le Maroc. Hein, le pari réussi de la campagne vaccinale, plus de 4 millions de personnes ayant reçu au moins une dose. Le pays est celui qui a le plus vacciné en Afrique. Moi je dis bravo au Maroc. Depuis son lancement, fin janvier, la campagne de vaccination avance à un rythme impressionnant au Maroc, qui a fait appel aux laboratoires chinois Sinopharm et aux britanniques AstraZeneca. Bah, tiens, on en reparle. Plus de 4 millions de Marocains sur 36 millions d'habitants. 4 millions, une dose oui, mais de quoi je viens de le dire. Voilà. Plus de 4 millions de Marocains sur 36 millions d'habitants, c'est ça qui est impressionnant, hein, ont reçu au moins une dose de vaccin, soit 11% de la population. Nous, en France, on est à 6,4%. Le Maroc compte parmi les 10 premiers pays qui ont réussi le défi de la vaccination. C'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est pas le Maroc qui le dit, c'est pas Rabat, c'est l'OMS. Ok. Alors, pourquoi ça a bien marché? Tout est informatisé, explique une docteure, une médecin, Amina Haniba, dans Le Monde. Les rendez-vous sont envoyés par SMS. Le système est bien huilé. Des bénévoles du Croissant Rouge s'occupent des détails administratifs. Chacun est reçu par un médecin, puis une infirmière procède à l'injection. Tous restent en observation un quart d'heure. Ça, c'est pour le système de santé qui est capable de vacciner, parce que c'est pas tout d'acheter des vaccins sur le marché international des vaccins. Après, il faut avoir le système de santé qui le permet. A priori, le Maroc a réussi ces deux choses. Ok. Nous, on n'a pas su. On n'a pas su. La France, on n'a pas su. Le Maroc doit tout de même faire face au risque de pénurie, parce que ça vaccine à tout va. Le problème, c'est de s'approvisionner, alors qu'il avait commencé très tôt. Alors déjà, un autre élément positif, alors qu'il avait commencé très tôt à négocier des contrats avec plusieurs laboratoires. On a vu ici dans plusieurs articles ces dernières semaines que l'Europe, et l'a reconnu d'ailleurs, l'Union européenne a eu beaucoup de retard à l'allumage dans ses commandes de vaccins, ceci expliquant en partie cela. D'autres pays n'ont pas eu ces retards, Israël, le Maroc. Voilà. Mais l'avantage de ces pays, c'est qu'ils n'ont pas à décider avec d'autres aussi. Hein. Nous avons choisi d'aller unis, groupés, notamment pour acheter aussi les vaccins moins chers. Hein, quand plus on achète, moins on achète cher. Le problème, c'est que ça provoque des lenteurs. Israël et le Maroc n'ont pas ces problèmes-là. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà. C'est un élément de réflexion. Donc aujourd'hui, il commence à manquer un petit peu de vaccins. Eux aussi, ils ont eu des retards de livraison par les labos. Et ben, adaptation et réaction. Pour rebondir, Rabat s'est tourné vers d'autres fournisseurs. Une autorisation d'urgence a récemment été octroyée pour les vaccins Sputnik V. Je vous rappelle qu'on ne dit pas Sputnik 5, mais Sputnik V, le vaccin russe. Voilà. Alors là aussi, c'est intéressant parce que souvent dans le chat, on me dit mais quand est-ce qu'il arrive le vaccin Sputnik V russe qui semble très efficace d'après les résultats qu'on a? Et puis, c'est vrai qu'a priori, il pourrait recevoir une autorisation de mise sur le marché dans les prochaines semaines, prochains mois en Europe. Et pourquoi pas plus vite? Alors la question est, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu géopolitique? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu géopolitique? Est-ce que les Européens ne rechignent pas, pour des raisons géopolitiques, à se faire vacciner avec un produit qui n'est pas allemand, qui n'est pas anglais, voilà, mais qui est russe? Est-ce que ce n'est pas l'une des raisons? Le Maroc ne s'embarrasse pas avec ça et il cherche des vaccins. Voilà. Ce qui est intéressant, au-delà du cas marocain, c'est de voir pourquoi ça a marché chez eux et pas chez nous.
Intéressant ou pas intéressant? On continue. Bon, je vais aller... Ah, bon, je vais pas aller très vite là-dessus, puisque ça va nous permettre d'avoir le débat. Je fais un petit réglage dans ma mise en page. Voilà. Sur Jean Castex, hier, puisque vous êtes nombreux à le réclamer, et c'est bien normal, et puis j'ai pas pu faire de stream hier, parce que hier matin, plutôt que streamer, je suis allé à l'école de mon grand, en moyenne section de maternelle, puisque c'était une semaine où les parents venaient parler de leur métier aux enfants, et j'ai trouvé plus important de faire ça hier matin, désolé, plutôt que de streamer. Voilà, la famille, c'est le plus important que tout. Donc j'ai pris ma petite tablette, j'ai montré un petit bout de questions pour un champion, un petit bout de France Info, un petit bout de stream aux enfants, et on a eu un débat sur les métiers, c'était juste passionnant. Il y a beaucoup de garçons qui veulent devenir policiers, hein. Beaucoup de petits garçons qui veulent devenir policiers ou super-héros. J'ai eu beaucoup de Batman, les filles Wonder Woman, il y avait un petit peu tout, mais beaucoup de policiers et de super-héros quand même, hein. Voilà. Revenons alors à ce qui s'est passé dans cette pièce dimanche à 18h avec le Premier ministre, avec cet article du Monde. La jeunesse, obsession d'Emmanuel Macron, de Twitch à Instagram, l'exécutif tente de garder le lien avec une génération touchée par la crise due au Covid-19. Lisons cet article et puis débriefons ensemble Jean Castex. Je vais vous dire très sincèrement ce que j'ai pensé de ce qui s'est passé. C'était le 14 avril 2005 sur TF1, Jacques Chirac. Écoutez, c'est vachement intéressant. Tente le tout pour le tout. Il lui faut convaincre une jeunesse angoissée de voter oui à la nouvelle Constitution européenne. Le président pense disposer d'un capital sympathie auprès des moins de 30 ans, mais soudain, donc à la télé, devant Julie Alexandra Maxime, le chef de l'État conclut son propos impuissant. Je ne vous comprends pas. Cela me fait de la peine. Quelques semaines plus tard, le non au référendum l'emporte. Emmanuel Macron redoute-t-il de vivre, lui aussi, ce moment de vertige où le chef de l'État perd le pouls de la société auprès de ceux qui incarnent l'avenir du pays. De déplacements dans les quartiers difficiles de banlieue parisienne, en interview sur des médias comme Brut, par le défi lancé au duo de youtubeurs, vous savez, McFly et Carlito, pour inciter les jeunes générations à respecter les gestes barrières, le président a fait de la jeunesse une priorité. Presque une obsession, pour ne pas perdre le fil avec ceux qui votent peu, ne s'informent plus sur les médias traditionnels. Le voici qui ouvre un compte TikTok, tandis que son porte-parole, Gabriel Attal, multiplie les stories sur Instagram, et c'est maintenant à son Premier ministre, Jean Castex, de se plonger dans l'univers des moins de 30 ans. Dimanche, le locataire de Matignon a répondu aux questions du journaliste Samuel Etienne sur sa chaîne, sur la plateforme Twitch. Pourquoi je vous lis tout ça? C'est parce que ça éclaire peut-être la raison pour laquelle le Premier ministre a accepté de participer à ce stream sur Twitch. J'ai l'impression qu'une consigne a été donnée à l'exécutif par le président Macron. Voilà, j'ai l'impression que cette consigne a été donnée d'aller sur les supports, sur les médias qui permettent de toucher la jeune génération. Voilà. Que cette consigne a été donnée et que Jean Castex a entendu cette consigne. Et quand, bon soldat de l'exécutif, c'est vraiment comme ça qu'il se décrit d'ailleurs, il nous l'a dit, hein. Lui, il est en mission pour appliquer la politique du président Macron, et il ne s'embarrasse pas trop d'affect. Il nous a dit à plusieurs reprises « je ne suis pas là pour plaire », ce qui était assez intéressant. Donc, il a entendu la consigne et il accepte l'invitation. Bon, débriefons ensemble. Comment j'ai vécu ça? Je vais être très sincère. Beaucoup ont jugé que l'ancien président Hollande avait été très à l'aise lors de ce même exercice. C'est pas par hasard que j'ai trouvé que c'était une bonne idée que ce soit ce premier invité politique sur ma chaîne, parce que c'est vrai que pour qui l'a déjà croisé un petit peu, l'ancien président Hollande, c'est quelqu'un qui est très souple, qui a beaucoup d'humour, qui a beaucoup de second degré, qui est capable d'autodérision. Et donc, voilà, je pense que cette malléabilité, cette habileté intellectuelle, cette absence de rigueur, dans le sens où voilà, il peut s'adapter assez rapidement à une situation nouvelle, c'est comme ça que je le concevais, me faisait dire qu'il allait être à l'aise. Bon, il a été très à l'aise. Évidemment, Jean Castex, ça a été une autre histoire. Je ne connaissais pas Jean Castex, je ne l'avais jamais croisé, donc je ne savais pas du tout comment il fonctionnait, quel était son logiciel. Au bout de 2 minutes, 3 minutes, je me dis « Ah, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas marcher. » Dans son logiciel, d'ailleurs le logiciel de pensée, dans la façon dont la pensée du Premier ministre est structurée, il pouvait pas réussir ce rendez-vous. Je l'ai compris très très vite, parce que il est pas du tout, comme il l'a dit à plusieurs reprises, il est pas dans la séduction. Je ne suis pas là pour plaire. Lui, il est venu avec une idée, à mon sens erronée, de Twitch, en disant je suis là, il a dit, hein, pour parler aux jeunes qui n'ont pas forcément entendu mes conférences de presse, qui ne suivent pas forcément les médias traditionnels. Mais
Mais en fait, non, c'est pas ça du tout. Mais les jeunes, comme disent les hommes politiques, mais ils sont au courant de l'actualité. Ils ont les infos qui sont dans vos conférences de presse, monsieur le Premier ministre. C'est pas qu'ils sont pas informés. C'est juste qu'ils doutent. Ils doutent de beaucoup de choses, et notamment de la parole politique. Et donc, il faut les convaincre. Et puis avec des mots simples, enfin, c'est pas simple, des mots clairs. À plusieurs reprises, j'ai demandé au Premier ministre d'être plus cash dans ses explications, d'aller directement à ce qu'il voulait dire, plutôt que passer par des arguments, etc. Et c'était pas... Et pardon pour mon invité, mais lui, il disait, mais c'est compliqué, laissez-moi expliquer. Non. Moi, j'ai eu l'impression qu'il ne voulait pas nous dire le fond de sa pensée. À un moment, moi, je sais par exemple que Jean Castex, il n'était pas pour la politique qui est menée actuellement, il n'était pas pour juste les couvre-feux, c'était l'un des partisans d'un reconfinement strict et rapide du pays. Il a défendu cette thèse. Je le sais. Voilà. Il a perdu cet arbitrage, et ce n'est pas le choix qui a été fait par Macron. Mais il n'a pas voulu le dire. Alors que c'est avéré. Il n'a pas voulu le dire. Il a dit non, mais moi je suis là pour appliquer la politique du président. Bon, en même temps, c'est le rôle du Premier ministre, mais il n'a pas voulu le dire. Sur AstraZeneca, donc plusieurs pays européens avaient déjà décidé de suspendre la campagne de vaccination. Donc je lui ai dit, mais pourquoi en France, AstraZeneca, le gouvernement vient de dire on continue. Donc pourquoi? Mais il dit, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute sur le vaccin, donc on continue. Ça, c'était dimanche. Et le lendemain, le gouvernement annonce la suspension. Donc il y avait doute. Et c'est là où je pense que je parle souvent de la fracture entre les citoyens et la politique. Et moi, j'essaye de réduire cette fracture, c'est-à-dire en tout cas de créer des moments d'échange. Ça va, ma puce? Attendez, parce qu'il y a Hélène qui s'installe pour travailler en télétravail. Elle a besoin de la chaise, et comme elle ne veut pas passer dans le champ, parce qu'elle est très discrète, c'est moi qui vais lui apporter la chaise. Attends, je vais lui donner celle-là déjà. Je regarde si on ne voit pas dans le miroir. Non, c'est moi qu'on voit. Ok, c'est bon. Vous l'avez pas vu, Yaër? Au miroir? Vous l'avez pas vu? C'est bon, vous l'avez pas vu. Hein. Bon, tout le monde te dit bonjour. Hélène. Vous avez vu sa main, vous ne verrez que sa main. Voilà. Ouais, hier, j'essaie de parler comme les jeunes, comme les hommes politiques. Blague à part. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, j'essaie très modestement de créer, ma modeste ambition de créer, notamment ici, peut-être un endroit où on peut se parler simplement, essayer de réduire les malentendus entre les politiques et les Français. C'est un peu l'idée que j'avais. Voilà. En se disant... tout bêtement, c'est en parlant peut-être qu'on va comprendre la position de l'autre et entendre certains arguments, dire ah ouais, ok, c'est pas si simple que ça, d'accord, ok. Ça c'est l'espoir, mais c'est pas ce qu'a fait Jean Castex. Pour moi, il n'était pas dans un discours de vérité. Alors je dis pas que c'est facile. Je pense que le job, effectivement, c'est d'incarner, de défendre la politique de l'exécutif coûte que coûte, mais du coup, ça produit un discours qui est totalement décalé. Voilà. Et puis après, bon, il a un logiciel aussi qui est pas très moderne. Hein, ça, c'est pas une critique sur. Voilà, à un moment, j'ai posé la question de la dépénalisation du cannabis. Bon, là, il est totalement opposé il n'est pas bon. Ok. À un moment, je lui ai posé la question de. Lui, il est contre l'anonymat sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de lui expliquer que le pseudonymat, c'était pas forcément une mauvaise chose. Les lanceurs d'alerte, par exemple, ont besoin de cet anonymat pour dénoncer les choses. Et puis, l'anonymat sur les réseaux sociaux, ça n'existe pas. C'est-à-dire que si vraiment la justice veut trouver la personne qui se cache derrière un pseudonyme, elle en a les moyens pour les choses les plus graves. Voilà. Donc, c'est aussi une forme de liberté d'expression permise par le pseudonymat, qui permet parfois de dire des choses qu'on a sur le cœur et qu'on n'oserait pas dire en son nom propre. Par exemple, un salarié qui critique son entreprise ou la façon de travailler de son employeur, sur les réseaux sociaux, il ne va pas le dire en son nom propre. Il y a trop de risques. Voilà. Bon. On a échangé sur tout ça, et je crois que le Premier ministre n'a pas compris cette exigence d'horizontalité, d'échange vraiment dans la transparence avec le chat, qui était mon espoir. Après, je vais essayer de le dédouaner aussi pour partie. Est-ce qu'un Premier ministre, en responsabilité, en exécutif, peut vraiment dire le fond de sa pensée sur un plateau de télé ou sur un stream, un échange direct avec les citoyens? La réponse est sans doute non. Voilà, il ne peut pas sans doute dire le fond de sa pensée, voilà, parce qu'il est en responsabilité. Alors que l'ancien président François Hollande, il est dégagé de cette responsabilité. Voilà ce que je pense de ce qui s'est passé
ici dimanche soir. Donc il y a des analyses sûrement beaucoup plus fines qui peuvent être livrées par des confrères journalistes qui ne s'en privent pas d'ailleurs d'analyser tout ça parce que ils ont bien le droit. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'avais un espoir, je vais résumer ça en une phrase, j'avais un espoir de provoquer un dialogue direct et franc, et on a eu un exercice qui était très politique, avec une parole très maîtrisée, voire très prudente. Voilà, je lui ai tendu des perches toutes simples en lui disant, un peu pour détendre l'atmosphère, pour aussi parler de l'homme. Et alors, j'avais une question dans le chat qui était vachement intéressante. C'était quel est le truc le moins sympa à Matignon? Quel est l'aspect de votre fonction le moins sympa? Plutôt que dire, il y a sûrement des trucs qui sont pas intéressants. Il aurait pu me citer un truc anecdotique en me disant, je sais pas, j'aime pas la cuisine de Matignon, ou je sais pas, le côté institutionnel me gonfle, ou je sais pas, un vrai truc. Non, il a pris 3-4 secondes de réflexion, et puis il a dit, non, mais je suis vraiment, de mémoire, voilà, extrêmement honoré de remplir cette fonction. Mais tu peux pas dire ça, quoi, parce que c'est pas ce que tu penses. Il y a sûrement un truc qui te saoule, en fait. Mais dis-nous, voilà. Parce que ça veut dire que on n'est pas dans la vérité, quoi. Bon, voilà. J'avais un espoir, j'étais un peu déçu. J'excuse pour partie le Premier ministre parce que je pense que dans la fonction, c'est très compliqué d'être dans un discours de vérité. Bon, voilà, je suis pas complètement débile non plus, mais voilà, je constate que quand on est en responsabilité, c'est sans doute plus compliqué d'avoir une parole libérée. Mais je suis sûr que d'autres personnes en responsabilité auraient quand même pu être plus franc et direct. Voilà, c'est mon pari, on verra. Bon. Comme je vous l'ai dit, pour finir sur cette séquence, je fais une toute petite pause dans les invitations politiques, parce que j'ai toujours dit que cette chaîne n'était pas une chaîne politique, même si je m'y intéresse. J'aimerais bien que mes prochains invités soient dans d'autres registres, le registre artistique ou journalistique, pour parler un petit peu d'autre chose. Je fais une petite pause d'au moins 2 semaines avant mon prochain invité politique, qui sera, je viens de faire le gouvernement, donc quelqu'un de l'opposition. Je suis en train de déterminer qui, mais en tout cas, on ne va pas se presser. Voilà, pour ce débriefing que vous étiez nombreux à me réclamer. 9h14, on a encore 3 quarts d'heure, on accélère pour parler maintenant du reste de l'actualité. Danone, on en a parlé. Les écrans, la guerre du live, le fait que voilà, le live sur les réseaux sociaux, sur les nouveaux outils de communication dont Twitch fascine notamment les télévisions, vous n'êtes pas sans le savoir. Donc, je ne vous le lis pas parce qu'on a déjà beaucoup parlé, et puis assez parlé de moi. C'est pas possible. Regardez comme il est fier de lui. Attendez. Regardez comme il est fier de lui. Regardez. Le melon, là. Allez, c'est moi. Et moi. Et je. Et moi. Vous avez lu. On n'en peut plus de ce melon. Tiens, allez. Pas très centré, mon truc, là. Hop, je bouge un petit peu. Je fais le malin, genre. Voilà. Je fais mes réglages en direct, là. Voilà. Bon. C'est bien, c'est mieux, là. Voilà. Ouais. Ouais, tellement marre de voir ce mec partout, ça rend ouf. Elle bourrinos. Mais oui, mais moi aussi, j'en peux plus. Je vais demander à Hélène. Hélène, ça va, toi, tu me supportes encore ou pas? Oui. Elle dit oui parce qu'elle est gentille, mais ça fait 11 ans qu'elle me supporte, donc je sais pas combien de temps vous pourrez me supporter, vous. On continue et on rigole. Non, pas du tout, on rigole pas du tout, puisque maintenant on va se pencher sur la polémique du moment. AstraZeneca, le doute. Emmanuel Macron, nous explique Le Parisien, a donc annoncé hier la suspension de ce vaccin à titre préventif après de nouveaux signalements d'effets indésirables dans plusieurs pays. L'Agence européenne des médicaments statuera jeudi sur la poursuite ou non de son utilisation. Même si vous quittez la matinée Étienne là maintenant, vous avez l'info essentielle. Suspension après plein d'autres pays de la vaccination AstraZeneca en France. On attend l'avis des autorités sanitaires du médicament jeudi pour voir ce qui se passe. Voilà, ça c'est l'info. Bon, maintenant c'est l'analyse. Voilà, catastrophe, me dit Fripouillasse. C'est pas une polémique, c'est une catastrophe. C'est la question. Et alors le problème, c'est que pour tout le monde, c'est une catastrophe, mais pas pour les mêmes raisons, vous allez voir. Alors, qu'est-ce que dit l'édito d'Ève Roger? Est-ce que je commence par ça? Bon, Ève Roger nous dit dans son édito que c'est un nouveau coup dur, puisque elle écrit que la France et l'Europe jouent de malchance. C'était l'un des piliers de notre campagne de vaccination. Ce pilier est en train d'être fragilisé. Alors, quelles sont les infos? Cette suspension par précaution, donc ce sont les mots du président, donc c'est lui qui a fait l'annonce. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un signal, une hausse des déclarations d'événements indésirables, décrypte le professeur de pharmacologie. Bon, Jean Castex, dimanche, nous disait qu'il n'y avait pas de doute, il nous l'a dit, il n'y a pas de doute sur le vaccin,
et puis le lendemain, il y avait des doutes suffisants pour entraîner la suspension. Bon, on n'est pas dans la parole de vérité. Donc, hausse des déclarations d'événements indésirables. Pour être tout à fait précis, ce vaccin est suspecté d'avoir provoqué en Europe, de quoi parlons-nous? Une trentaine de problèmes sanguins graves sur 5 millions de vaccinés. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Une trentaine de problèmes sanguins graves en Europe sur 5 millions de vaccinés, troubles de la coagulation, des thromboses. Rien n'indique à ce stade que ces événements sont en lien avec la vaccination. Il y a une enquête, c'est ce que précise l'Agence du médicament en France, qui rappelle qu'aucun décès en France n'y est associé. Donc il y a le doute, il y a l'interrogation, mais à ce jour, rien n'est avéré. Alors, le ministère de la Santé nous indique que c'est une décision provisoire, qu'on attend la décision, je vous l'ai dit, jeudi, de l'Agence européenne du médicament, où il y aura un nouvel avis qui sera rendu. Du côté du gouvernement, on essaie de s'expliquer, si on n'avait pas suspendu, nous aurions perdu la confiance des Français. Le mot confiance, il est essentiel en matière vaccinale, bien sûr. C'est ce qu'on confie dans l'entourage du ministre de la Santé. Mais, c'est là où il y a beaucoup de polémiques et de débats. Selon Margot Bayard, qui est vice-présidente du syndicat de généralistes MG France, le mal est fait. Ce qui se passe est un véritable fiasco pour la campagne de vaccination. Accélérez, freinez, accélérez, freinez. On passe pour des guignols. On a mis du temps à convaincre nos patients. On les a rassurés. Pensez-vous vraiment que si on leur dit dans 2 jours, finalement c'est bon, ils reviendront facilement? S'agace celle qui, sur 120 injections, n'a pas posé de problème. Il y a des médecins qui disent, mais pourquoi la suspension? Et il y a aussi beaucoup de gens qui disent, mais si, il fallait suspendre. Là, je vous livre des éléments d'information, et après, ce sera à vous de vous faire votre opinion. On fera un sondage, d'ailleurs, à la fin de ce débat. Je vous ai dit que je ne vous lisais pas cet article sur les dérives dans le milieu du X à la française, parce que je trouvais ça un petit peu décalé, mais le dossier est très bien fait, et on apprend plein de choses. C'est pages 12 et 13 du Parisien, si ça vous intéresse. De la même façon, je ne vous lirai pas cet article, mais je vous le signale, pages 14 et 15 du Parisien, sur les homejacking, des stars du foot qui se font cambrioler, notamment quand ils jouent au football. Manifestement, il y a des réseaux assez bien organisés qui mettent la main notamment sur les coffres forts. Parfois, il y a des violences. Je crois qu'il y a un papa, c'est le père de Marquinhos qui a été malmené par des malfaiteurs. Donc ça n'est pas anodin, mais j'aurais pas le temps de vous lire ce matin, je vous le signale. Pages 14 et 15 dans le Parisien. On continue avec AstraZeneca. La stratégie française mise à mal, et c'est exactement ce que nous disait Ève Roger du Parisien dans son édito. C'est donc le choix de la précaution. Le Figaro semble comprendre un petit peu la position du gouvernement. Le choix de la précaution. C'est le principe de précaution qui l'a emporté. En France, aucune alerte particulière n'a été à ce jour rapportée. Rappelle le Figaro, on vient de le dire. Et la grande majorité des problèmes concernent des syndromes pseudo-grippaux nullement inquiétants liés à la réponse immunitaire suscité par le vaccin. Régulièrement, je vous pose la question dans le chat, et certains qui ont été vaccinés m'ont confirmé ces effets secondaires très lourds, très forts, pendant 2 jours, 3 jours de syndrome grippaux. À plusieurs reprises, je vous ai demandé, et à chaque fois, vous me dites, oui, effectivement, moi j'ai eu des syndromes grippaux, mal à la tête, fièvre pendant 2-3 jours, arrêt de travail, voilà. Ils sont là. La question est de savoir, est-ce que ça peut être plus grave? Quelqu'un me dit, Moyo-Oxon, plus que de la précaution, c'est le choix de la raison. Vous voyez, le débat est vraiment compliqué. Le Figaro semble comprendre cette prudence. On va revenir sur cet article, mais on va continuer sur AstraZeneca pour créer un bloc un peu cohérent. Je me relance sur la lecture de ce titre de Libération qui n'est pas évident. Abracadabrantesque, donc c'est une variation de abracadabrantesque, bien sûr, avec AstraZeneca. Je suis assez fier de moi parce que j'ai réussi à le dire du premier coup. Donc, que pense Libération maintenant après l'analyse du Figaro de ça? Figaro, Libération donne la parole à plusieurs intervenants, comme un infectiologue à l'hôpital Tenon à Paris, Gilles Pialou, qui est atterré de cette crise de confiance et qui parle, lui, non pas de principe de précaution, mais de pharmaco-ultra-vigilance. Pour lui, il ne fallait pas suspendre. Ok. Brigitte Autran, professeure émérite d'immunologie, analyse. Il y a eu 30 cas, je vous ai donné le chiffre tout à l'heure, dans l'union de maladies thromboemboliques pour 50 millions de doses délivrées. Ces accidents de santé arrivent toujours. Il n'y a pour l'instant aucun moyen, aucune raison de les attribuer au vaccin. Éric Combe, infectiologue, à la pitié. Autre argument. Écoutez l'argument d'Éric Combe pour expliquer cette décision de la France. Éric Combe, infectiologue à la pitié, décrypte une décision
politique, la France et l'Allemagne veulent faire porter le chapeau d'éventuels problèmes à l'EMA, à l'Agence européenne du médicament. L'idée, je ne sais pas si elle est juste, c'est les gens s'inquiètent, les voisins ont suspendu, et s'il y avait des problèmes, vous savez quoi? On va suspendre et on va dire qu'on va attendre la décision des autorités européennes du médicament. S'ils nous donnent le feu vert, on reprend. Si on reprend qu'il y a des problèmes, c'est pas de notre faute, c'est la faute de l'Agence européenne du médicament, c'est l'analyse de ce médecin. Je ne sais pas si c'est ça, mais je trouve ça intéressant. On continue. Donc ça, c'est des avis. Mais il y a des avis contraires. Jacques Battistoni, président du premier syndicat de médecins généralistes MG France, défend ce choix logique. À partir du moment où de plus en plus de pays européens prennent cette décision de suspension, je pense que le gouvernement n'avait pas le choix. Imaginez qu'on détecte un vrai problème, que l'agence donne une décision de suspension, on nous reprochera d'avoir été les derniers à avoir arrêté, de ne pas avoir pris nos précautions comme dans d'autres pays. Pas facile de se faire son avis. Et puis voilà, il y a un encadré. Pourquoi Emmanuel Macron a changé d'avis, mais je pense qu'on a bien compris. Je regarde s'il y a encore des choses sur AstraZeneca. La une de la Croix, un vaccin dans la tourmente, ok. La une de l'Opinion, AstraZeneca, le coup dur, d'accord. Et après, ça c'est autre chose, c'est sur le Covid-19, c'est très intéressant aussi, je garderai du temps pour le lire. Ok, très bien. Alors, je reviens un peu en arrière. Je crois que sur AstraZeneca, on a présenté un petit peu, pardon, là, je me bats dans ma tablette. On va revenir ici. Je crois qu'on a compris un petit peu les arguments en présence. Voilà. En tout cas, je vois que la question vous passionne. Alors, pas facile. Moi, je trouve que c'est très difficile de faire une opinion là-dessus. Je lis des arguments qui ont l'air pertinents de part et d'autre. D'un côté, il faut être prudent. De l'autre, on dit oui, mais attends, mais c'est une guerre contre le vaccin. C'est une de nos armes les plus importantes. Le vaccin, rien n'est avéré. Voilà. Alors, est-ce qu'il fallait suspendre? Je vous pose la question. Je ne sais pas si vous avez une opinion là-dessus. C'est parti. Un petit sondage ce matin. Je pense que ce sera le seul. Fallait-il? Pas facile. Hein. Je préfère être celui qui pose la question que celui qui répond. Hein. C'est plus facile. Suspendre le vaccin. C'est la vaccination en fait. Hein. Bon, je veux dire la vaccination, c'est plus correct. AstraZeneca. AstraZeneca. Ok. Oui. Première réponse. Vous pensez que c'est une bonne décision. C'est ça qu'il fallait faire. Non. Vous pensez qu'il fallait, puisqu'on n'a pas de preuves formelles, continuer la vaccination pour protéger au plus vite les Français et les Françaises. Je ne sais pas. Là, je pense qu'il faut absolument mettre cette proposition. C'est parti. C'est à vous de jouer. Pendant que je bois un petit café. Vous avez les résultats dans le chat en faisant un petit F5. Vous allez voir les résultats en direct. Et ça semble partagé, mais vous êtes plus nombreux pour l'instant à estimer que c'est une mauvaise décision. Mais c'est très serré. 38%, non, il ne fallait pas suspendre. 33%, oui, il fallait suspendre. Et 30%, je ne sais pas. Vous savez quoi, je ne suis pas surpris. En général, je suis toujours très surpris par le vote parce que c'est très difficile de savoir à l'avance ce que va donner un sondage. Et j'aime être surpris d'ailleurs et d'être bousculé dans mes idées, mes convictions. C'est super sain, je trouve. Mais là, je ne suis pas surpris que ce soit aussi partagé. Une petite gorgée de café. Je suis content parce qu'Hélène, à côté de moi, t'es pas une caféinomane, mais en train de devenir caféinomane aussi. Je l'ai converti au café. Je t'ai converti au café ou pas? C'est à cause de moi? Oui. C'est bon le café? C'est là, un nouveau point commun. Désolé pour l'aparté. Revenons au sondage. Bon, la tendance ne va plus bouger. Alors vous êtes 36% à dire que non, c'était pas une bonne décision. Il fallait pas suspendre. Mais vous êtes 32% à penser que c'était une bonne décision. Donc c'est extrêmement partagé. Et 33%. Ça illustre un peu ce que je disais, c'est tellement compliqué à ne pas avoir d'opinion à ce jour. Extrêmement intéressant. Vous êtes 4500, 4500, près de 4500 à avoir voté déjà. 36, 32, 33. Le sondage ne bouge quasiment plus. Je l'arrête. Donc ici, un petit F5 dans le chat pour avoir le résultat d'F. Mais je trouve ça intéressant. Je voulais avoir votre avis. 9h26, on est encore ensemble pour 30 minutes. Ce matin, 1h30 seulement, au lieu des 2h, 2h30 habituelles. Parce que à 10h30, je dois être à France Télévisions. Donc à 10h, je file pour préparer
Je vous remets la bande-annonce quand même, parce que c'est vraiment, je trouve que c'est une super émission. Encore une fois, là, je fais pas ma pub. Je fais surtout la pub de cette émission que je suis très fier de co-présenter avec Élise Lucet, avec Jamel Mazi, avec Émilie Tran Nguyen. C'est jeudi soir, c'est sur France 2, c'est en direct, c'est aussi sur Twitch en même temps. Il y aura, c'est pas, attention, hein, c'est pas France 2 qu'on balance sur Twitch. Hein. C'est une vraie émission parallèle sur Twitch qui sera animée par ma consoeur Éléonore Gay, qui se lance dans le stream et qui va faire une émission parallèle sur. Je vous mets la bande-annonce, si je la retrouve. Bougez pas, vous êtes toujours là? Ouais. Voilà. Parce que les 18-25 ans Attendez, sont je vais vous la parmi ceux mettre. Hop là. Tac. Tac, tac. Mais veux-tu te mettre petite vidéo? C'est fou ça. Ne vous inquiétez pas. J'ai l'air de pas comprendre ce que je fais. Mais... mais ça n'a pas l'air de marcher du tout ce matin. Ah. Voilà. Voilà, donc sur France 2 et sur Twitch en même temps, cette émission consacrée à la jeunesse. Je crois que c'est la première grande chaîne en France, je suis même sûr en fait, qui consacre une grande soirée comme ça, en direct, à la situation de la jeunesse française. Où en est-elle? Ses soucis, c'est pas ses soucis, pour certains, c'est graves problèmes dus à la crise sanitaire et à la crise économique provoquée par cette crise sanitaire, les conditions extrêmement difficiles pour étudier, les stages impossibles à trouver, les premiers jobs, n'en parlons pas. Voilà, une soirée entièrement consacrée à ça, près de 3 heures, sur France 2, sur Twitch, avec ce qui va pas, ce qui va aussi. Ce sera à la fois une émission de constat, mais aussi une émission d'espoir pour voir comment on peut améliorer les choses, quelles sont les actions de solidarité notamment qui sont menées en direction des étudiants, parfois par les étudiants eux-mêmes. Petite bande-annonce pour vous montrer ce qui va se passer jeudi soir. C'est parti. Parce que les 18-25 ans sont parmi ceux qui souffrent le plus de la crise sanitaire actuelle. Jeudi soir, en direct, France 2 propose une émission spéciale pour donner la parole aux jeunes Français. Une grande soirée d'utilité publique pour comprendre leurs difficultés, leur mal-être. Mais aussi valoriser leurs initiatives et leur apporter des solutions concrètes, notamment dans le domaine de l'emploi. Nous sommes la génération 2021, une émission solidaire présentée par Élise Lucet. Et par Samuel Etienne. Jeudi soir à 21h05. En direct sur France 2. Voilà, donc ça c'est l'idée. Donc je voulais juste vous en parler parce que c'est pour ça que je vous quitte ce matin très tôt. Voilà, je pense que c'est bien qu'on fasse cette émission avec France 2 et France Télévisions. Continuons à feuilleter un petit peu les journaux. Parce qu'il y a vraiment des beaux articles, je ne voudrais pas passer à côté. AstraZeneca, ok, on en a parlé. C'est bon. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ça c'est cette petite brève sympa pour respirer un petit peu à propos d'Elon Musk qui fait toujours couler beaucoup d'encre, hein, le patron de Tesla notamment. Il vient de s'autoproclamer, c'est le Figaro Echo qui nous raconte ça, roi de la technologie, Techno King, officiellement. Hein. Son directeur financier, lui, a été rebaptisé, il a été affublé d'un nouveau titre, Master of Coin, maître de la monnaie, donc littéralement. Et c'est dans les statuts de l'entreprise. Hein. C'est-à-dire Elon Musk, maintenant, il est PDG et il est aussi Techno King, dans les statuts de l'entreprise. Bon, c'est un peu énorme mégalomanie, mais le Figaro nous explique qu'il y a une autre lecture un petit peu plus légère, sans doute. En fait, c'est une histoire de guéguerre avec l'autorité des marchés financiers américains, la SEC, hein, avec qui il a eu des bisbilles. Donc en fait, qu'est-ce qui nous met sur cette voie? C'est parce qu'en fait, cette annonce, elle est tombée dans une lettre de 2 lignes seulement envoyée par la SEC. À compter du 15 mars 2021, les titres d'Elon Musk et de Zach Kirkhorn ont été respectivement changés en Techno King et de Tesla et Master of Coin. En fait, l'article rappelle que Elon Musk a régulièrement croisé le fer avec le gendarme de Wall Street, la SEC donc, qui l'avait notamment forcé en septembre 2018 à abandonner pour 3 ans la présidence de Tesla après un tweet dans lequel il évoquait un possible retrait de la cote de l'entreprise. Donc le gendarme boursier américain n'avait pas du tout aimé ça, et là il se moque un petit peu en fait avec ce changement de statut, voilà, avec un pied de nez humoristique à l'institution. Écoutez, Elon Musk, il est très clivant, il y a des gens qui l'adorent, des gens qui disent qu'il est totalement égocentrique et totalement fou. Moi, je trouve qu'à ce niveau de responsabilité, je crois qu'il est devenu récemment l'homme le plus riche du monde, qu'on puisse encore faire preuve de fantaisie, voire d'humour un peu collégien, moi, ça me plaît. Voilà. Bon.
Voilà. Ah, vous êtes toujours sur... ça débat toujours sur AstraZeneca, là, je vois. Hein. Ouais. Alors, je descends. Oh, ben vous écrivez tellement. Oh, si je pouvais lire 1% seulement de ce que vous dites. Ouais. Voilà. Un vrai crack. Dites-vous à propos d'Elon Musk, certains. Ok. Il est fou, mais il est génial en même temps. J'aime bien. C'est Verlios qui nous dit il est fou, mais il est génial en même temps. Assez d'accord avec l'analyse. Parlons de ce jeune homme. Super joli portrait dans le Figaro. Arthur Germain, de la Seine à la mer. En fait, c'est un fils de, comme on dit. C'est le fils de quelqu'un de célèbre. C'est le fils d'Anne Hidalgo. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que c'est l'un des fils d'Anne Hidalgo. Voilà. Et justement, ça le saoule. Ça le saoule qu'on le renvoie sans arrêt à sa maman. Voilà. Manifestement, il en souffre et il veut exister autrement. Donc c'est un jeune homme assez étonnant et je vous en parle ce matin parce que ce qu'il fait me bluffe assez. Je lis. Le troisième fils d'Anne Hidalgo veut tracer sa route, loin de l'engagement politique de sa mère. Après avoir traversé la Manche à la nage à 16 ans, vous avez traversé la Manche à la nage à 16 ans? Vous? Non, moi non plus. Voilà. Lui, il l'a fait. Voilà. Donc, il est pas qu'un fils d'eux. Et aujourd'hui, il s'apprête à descendre la Seine. Il va descendre la Seine, donc de Paris à la fin de la Seine, tout seul, en nageant, sans assistance. Ok, vous avez fait ça, vous? Ok, moi non plus. On continue. Alors, son histoire. Il a 19 ans, ce jeune homme. Il souhaite donc se démarquer de la vie politique de sa mère. Il dit « Je n'arrive pas à comprendre comment, mais à chaque fois que je rencontre quelqu'un, il sait qui je suis », soupire-t-il. Ça n'a pas toujours été facile. Je fais aussi ces défis pour me prouver à moi-même que je ne suis pas que le fils de, comme je l'entends toujours. C'est dans l'eau qu'Arthur Germain cherche à façonner sa propre histoire. Son objectif pour 2021, descendre toute la Seine à la nage du jamais vu. Alors, certains disent « Oh, il aurait dû plutôt remonter, ça aurait été plus dur. » Eh les gars, jamais quelqu'un a fait ça. Hein. Déjà en juillet 2018, il avait franchi un record en devenant à 16 ans le plus jeune Français à avoir traversé la Manche. Exploit sportif né d'une longue remise en question au creux de l'adolescence alors qu'il enchaînait les compétitions de natation et les déceptions. 3 années de suite, il manque de se qualifier au championnat de France à quelques secondes, mais il n'était pas dans les meilleurs. Et il dit j'ai fait une dépression qui a duré 1 an. Quand on est au collège et qu'on nage, la natation représente toute sa vie et je ne comprenais plus le sens de tout cela. Alors, loin des lignes d'eau finalement, à 15 ans, il se cherche un nouveau défi. Il repense à la performance de Philippe Croizon, vous savez, l'athlète amputé qui a réussi à traverser la Manche en 2010. Une nuit, dans sa chambre, il se renseigne. Quelle préparation physique, quelle démarche administrative. Le lendemain matin, il est décidé. Il sera le plus jeune nageur français à traverser la Manche à la nage. Il fait part de son projet à ses parents. Je ne leur ai pas laissé le choix. Quand je leur ai annoncé, ma mère a blanchi. Mon père est resté normal, fidèle à lui-même. En fait, le papa, ancien député socialiste Jean-Marc Germain, confie qu'il était terrifié, mais il se dit que ça allait lui passer, qu'il nous annonçait ça, mais qu'il le ferait jamais louper. Le jeune aventurier s'entraîne dur pour franchir de ce qu'on appelle dans le jargon l'Everest des mers. Voilà, le 24 juillet 2018, il est prêt. Quand ses pieds touchent enfin le sable après 9 heures et 47 secondes de nage, c'est l'explosion de joie. Son papa dit qu'il en a pleuré de fierté et de soulagement. Ah, j'entends mon petit dernier qui vient de se réveiller de sa sieste. Qui a un gros chagrin. Manifestement. Il n'est pas tout seul, hein, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'il vient de se réveiller. Donc, le projet de descendre la Seine. Ok. Alors, il y a un côté environnemental. Il fait pas ça juste pour le défi. Il veut mêler performance sportive et sensibilisation pour l'environnement. Je veux que mon objectif donne envie aux gens d'aller dans la nature. On sait que les eaux de la Seine, le niveau de propreté laisse à désirer. Pas sa performance. Arthur Germain souhaite inciter les Français à en prendre soin. Donc, il va faire ça tout seul. Il va tirer tout son matériel sur un kayak attaché autour de sa taille. Il va dormir la nuit dans un hamac sur la rive. Voilà. Il va s'élancer le 6 juin prochain en Côte d'Or, de Sources-Seine, pour 15 km par jour. Okay. Bon, plein d'histoires, je vous passe les détails. Voilà. Il a demandé toutes les autorisations administratives parce qu'il traverse 360 communes et il faut à chaque fois l'autorisation de la commune pour traverser le territoire via la Seine. Il lui manque une autorisation, celle de Paris, c'est très paradoxal, dont sa maman est maire. Voilà. Donc, mais il ne veut pas jouer du piston, donc il attend l'autorisation. Écoutez, c'est pas mal ça, non? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un qui me dit encore un fils d'eux dans les médias. Mais... cripise ou quelque chose.
encore, il essaye, c'est assez cool de sa part quand même. Je veux dire. Justement, il souffre a priori d'être un fils d'eux, d'être sans arrêt renvoyé, comme tu viens de le faire d'ailleurs, à sa condition de fils d'eux. Il essaie de faire des trucs. Il est devenu le plus jeune Français à traverser la Manche. Il va descendre la Seine à la nage pour nous sensibiliser à l'écologie. Bon, il pourra rester dans sa chambre à glander. Enfin, je veux dire, saluons ce jeune homme quand même. Ça pue le piston. Alors, pardon, je suis désolé, toutes les expressions sont permises, mais ça pue le piston. Je vois pas en quoi le piston va l'aider à traverser la Manche à la nage, quoi. Certains sont étonnants quand même. Vous êtes étonnants. À son âge là-dessus, non. Ouais, hop, mon avis, c'est que le mec, il est cool. Mais c'est dingue quand même. Non, mais... Oh, c'est dingue. Ouais, là, tout à fait. Voilà, moi, je suis d'accord avec... je prends le bien, là. Voilà. Freya Nova. Non, mais les rageux qui savent pas nager, là. Allez, on passe à autre chose. Mais quand même... Ah là 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 là. C'est fou comme les gens aiment dire du mal des autres. Allez, est-ce que ça va les chevaux? On peut parler des chevaux? Ça va? Vous avez rien contre les chevaux? Ni contre les maisons de retraite? Parce que je vais vous parler d'un cheval en maison de retraite. Il y en a qui m'ont fait rire avec leur commentaire à 2 centimes. Là. Ah oui, mais non, il est pistonné. Mais pistonné de quoi? Pour nager tout seul? Pistonné. Bon, j'aurais tout vu. C'est bien, c'est bien. 9h38. C'est quoi ce cheval dans une chambre d'une maison de retraite? Ça m'a intrigué et j'ai vu une belle histoire derrière. En EHPAD, le cheval est un partenaire de thérapie génial. Qu'est-ce que c'est? Une fois par mois, Marie Pessy, c'est une jeune femme, se rend avec sa ponette, ça c'est le cheval là, dans une maison de retraite près d'Angoulême, encadrée par des professionnels de santé. Elle n'arrive pas comme ça au galop, genre salut. Leur visite, en plus d'être une bouffée d'air, aide les résidents tant sur le plan moteur que cognitif. C'est un très beau reportage d'Aurore Savary-Lebrère. Je vous en lis quelques lignes. Les sabots de Sioux, c'est le nom du cheval, c'est le nom de la ponette, ça s'appelle Sioux. Oh, j'adore. Il y a Mister Gravelax qui me dit le cheval est pistonné, j'en suis sûr. J'adore. Bien joué. Je vous lis le début du reportage. Les sabots de Sioux claquent sur les marches, les portes s'ouvrent, le calme règne. Sereine, la ponette de 16 ans, guidée par sa propriétaire Marie, commence à se faufiler entre les fauteuils sur lesquels sont bien installés les pensionnaires de l'EHPAD La Providence rattachés au centre hospitalier d'Angoulême. Après avoir franchi couloirs et escaliers, ça doit être facile. Escalier, elle monte les escaliers? Ouais, remarquez l'ascenseur, ça va être chaud. Elle arrive au 2e étage. Viennent alors les murmures, puis des applaudissements, et il me semblait bien que j'avais entendu, s'écrie une personne âgée. La ponette s'installe au milieu d'une 50aine de résidents qui viennent la caresser, les compliments fusent, les questions aussi. « Ah, mais qu'est-ce qu'il est joli! Mais il a pas un peu grossi? Merci d'être là, c'est formidable. » Alors, c'est quoi l'objectif de tout ça? La kinésithérapeute de la structure explique que l'atelier existe depuis quelques mois et a pour but de stimuler les résidents sur le plan moteur, mais aussi cognitif. L'animal fait remonter beaucoup de souvenirs. En Charente, il y a beaucoup de gens qui étaient agriculteurs, par exemple, alors chacun y retrouve une partie de son histoire. Alors d'autres explications, notamment de Marie Pessy, 21 ans, qui est la propriétaire du cheval, qui monte à cheval depuis ses 3 ans. Voilà. Donc elle explique pourquoi elle est là, c'est assez touchant. Les motivations de Marie sont personnelles. Venir dans un EHPAD lui permet d'honorer la mémoire de sa grand-mère, disparue l'an dernier sans qu'elle ne puisse lui dire au revoir. J'aurais aimé qu'on fasse ça pour elle. C'est beau, non, ce que fait Marie. Alors, qu'est-ce que ça fait aux gens dans les EHPAD? Au contact du cheval, les personnalités changent. Pour les personnes âgées, le cheval est un partenaire de thérapie génial. Il permet de travailler sur la relation. Parce qu'il n'y a pas d'avis, il n'y a pas d'arrière-pensée chez le cheval. Et que, quoi qu'il arrive, il reste très présent. Tu m'étonnes, 400 kilos. Ma ponette, dit Marie, arrive à absorber les mauvaises ondes. Tiens, mais il faudrait que j'ai une ponette là, pour les rageux de la natation là, avec moi. Ma ponette arrive à absorber les mauvaises ondes pour les transformer en bonne énergie et ça apporte beaucoup de positif dans l'EHPAD, dit la jeune femme. Ce qui est bien avec le cheval, c'est que c'est un animal sensible, qui ne juge pas, qui est révélateur des difficultés et ressources de chacun. C'est Mallory Boda, psychologue, qui explique cela. Voilà. Puis fin de l'article, qui est très beau. Au moment de la visite dans les chambres, Marie-Hortense, connue pour être réfractaire aux activités collectives, est au garde-à-vous, sur le pas de sa porte, dans son fauteuil roulant. « Merci mademoiselle, c'est magnifique !» glisse-t-elle après avoir caressé Sioux. L'atelier se termine. Isabelle, qui a loupé une partie de la visite... Hop, ça c'est... Oh, c'est parti, on sucette ma tablette. Où es-tu, petite ponette? Tu es là, voilà. L'atelier se termine. Isabelle, qui a loupé une partie de la visite à cause de sa sieste, regrette d'avoir dormi. Raymond, lui, n'était pas convaincu par l'idée... Mais à l'heure du départ de la ponette et de son écuyère, il abandonne son déambulateur
et se précipite vers l'animal pour lui dire au revoir. Il est pas beau. Il est pas beau. Sioux. Il est pas beau cet article. Voilà. Est-ce que ça coûte des sioux, me demande Pickbull Meister. Je pense qu'il faut nourrir un petit peu. Ponette. Voilà, Ponette. Ouais. Il n'a pas de masque, le cheval. J'adore cet humour. Vous êtes quoi de mon foufou? En tout cas, c'est un bel article. Je voulais remercier Libération de l'avoir publié ce matin. Revenons à l'affaire du PDG de Danone, pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure. Le PDG de Danone qui a été viré par les actionnaires parce qu'ils ne le trouvaient pas assez efficace au niveau des résultats. Et ça pose la question, selon Le Monde qu'on a lu tout à l'heure, du capitalisme à visage humain, puisque l'une des spécificités de ce patron, c'est qu'il disait qu'il voulait beaucoup faire sur le social, que les entreprises avaient une responsabilité, tout ça. Ça a un petit peu fâché la Croix. Bobby Marsouin, j'adore le pseudo, nous dit « Merci Samuel, j'ai une réunion, je dois vous laisser ». Bon, bonne journée Bobby Marsouin, et moi je vous laisse dans un quart d'heure. Alors la Croix, ça a mis la Croix en colère, cette histoire de PDG de Danone viré. Le capitalisme comme d'habitude. Regardez, c'est l'édito à droite là. Le conseil d'administration de Danone a donc limogé dimanche son président Emmanuel Faber. Peut-on souhaiter vivre dans un monde où la coalition d'actionnaires très minoritaires, d'administrateurs irritables, aboutit à chasser un chef d'entreprise qui pariait sur une alliance de long terme entre esprit d'entreprise et les préoccupations sociales et environnementales? Emmanuel Faber n'est pas un saint ou un martyr, il est connu pour être dur en affaires et d'une exigence extrême envers ses collaborateurs. Sa propension à un exercice solitaire du pouvoir semble être ce qui a braqué contre lui certains actionnaires et administrateurs. Cela peut justifier une éviction, mais en faisant ce choix, le conseil d'administration endommage aussi ce qui faisait la force de cette entreprise, un alliage très particulier entre les dimensions économiques et sociales. Et ça venait de loin, puisque c'était une histoire familiale, c'était Ribou, père Antoine et fils Franck, qui avait cette dimension un petit peu sociale. Et Faber est allé plus loin, n'hésitant pas à bousculer ses pairs par ses engagements publics. Il a pu ainsi donner confiance quant à la capacité de l'économie de marché à intégrer dans son fonctionnement les enjeux de cohésion sociale, de développement durable. C'est intéressant. La décision de dimanche soir marque la force du business as usual. Menons nos affaires comme d'habitude. Et lundi, l'action Danone était en hausse à la Bourse de Paris. La Croix est assez fâchée à propos de ce qui vient de se passer. Alors ce qui est drôle, c'est que je vous lis dans la foule l'édito de l'Opinion sur le même sujet, qui n'est absolument pas d'accord et qui dit « bah non, le mec était mauvais, il a été dégagé ». On va rappeler que l'Opinion, c'est un journal libéral qui professe la liberté pour les entreprises, laissez faire, pardon pour l'expression, mais faites pas chier les entreprises, quoi. Voilà, pas de réglementation, moins d'impôts. Bon, ça c'est la ligne éditoriale de l'Opinion, qui a été créée par Nicolas Bétou, qui signe cet édito, mais alors il dit pas du tout la même chose que la Croix. Il y a plein de gens qui entendent Hélène qui tape au clavier, j'adore. Mais non, mais t'excuses pas. Ah, c'est ma réunion à 10h. Oh là là, ils ont mis 10h, je leur avais dit 10h30. Bon, c'est bon, je vais avoir une demi-heure de retard. Certains disent qu'ils entendent Hélène taper. Non, ils disent pas que ça a fait du bruit, mais ils disent que voilà, au moins il y a quelqu'un qui travaille dans cette pièce, quoi. Voilà, c'est toi. Voilà. C'est drôle. J'écoute, oui. Il faut acheter un clavier silencieux, mais elle fait ce qu'elle veut, Hélène, je peux te dire. Non, elle n'est pas en train de jouer aux jeux vidéo, elle est en télétravail. Elle n'est pas sur Call of Duty. T'es pas sur Call of Duty? Non, elle est en train. Non, mais il faut bien que quelqu'un fasse tourner la maison quand même. Voilà. Donc, alors, Nicolas Bétou, pas du tout d'accord avec ça. Et il dit mais laissez Danone faire ce qu'ils veulent, les actionnaires. Bon, pourquoi? Il faut se méfier des apparences. Si Emmanuel Faber a perdu si vite et si brutalement son pouvoir, c'est parce qu'il avait fait et refait des erreurs sans jamais les reconnaître ou accepter de les corriger vraiment. C'est parce qu'il avait oublié que la gestion d'une entreprise aussi tentaculaire et fragile que l'est un groupe multinational est avant tout une affaire d'équilibre. Entre ses actionnaires, ses salariés, ses fournisseurs, ses clients, entre l'interne et l'externe, entre la gestion humaine et l'image que l'on essaye de projeter à l'extérieur, entre les objectifs courants, les impératifs nouveaux qu'impose la vie en société. Défendre le climat, l'environnement, le bien-être, la santé, c'est avoir des valeurs. Le faire au détriment de ce qui garantit l'avenir de l'entreprise, productivité, profit, investissement, c'est risquer de faire perdre à l'entreprise une partie de sa valeur. Il y a les valeurs, il y a la valeur de l'entreprise. Emmanuel Faber avait saisi avec fougue l'étendard de l'entreprise à mission. Il tombe pour avoir cru que le politiquement correct suffisait pour s'imposer. Ça tire à balles réelles, là, du côté de l'Opinion. Sur Faber, bon, vous avez vu qu'il n'est pas du tout d'accord avec l'analyse. Je trouvais ça intéressant de poser ces deux éditos. Alors ça... même si je devais déborder, mais je vais essayer de ne pas déborder.
Oh, c'est mignon. Il y a quelqu'un qui dit, Hélène, c'est Captain Yosh. Si Samuel vous dérange, il faut nous le dire. On lui dira de parler moins fort. Est-ce que... Oh, mais on te voit, ma puce. On voit ton dos. On a le droit de voir ton dos. Est-ce que tu veux que je parle moins fort? Non. J'ai le droit de parler. En fait, Hélène a sur les oreilles un gros casque de gamer avec micro parce qu'elle téléphone beaucoup dans le cadre de son travail et ça l'isole vachement. Elle kiffe ce casque. En fait, à la base, il était pour moi, mais voilà, elle me l'a piqué. Et ouais, elle n'entend rien de ce que je raconte là. Ça va, Hélène? Ah non, si elle entend. Zut. Bon, ça, il faut que je vous le lise. Ça, c'est sur Les Jours, site d'information. Hein, je ne lis pas que les journaux papier aussi. C'est un site d'information extrêmement bien fait, c'est sur abonnement. Et il publie de très bons papiers de fond, des enquêtes. Ça s'appelle Les Jours, vous trouvez ça sur Internet. Les Jours. Et c'est super intéressant. Ce dossier. Covid-19, un an après, cherchez l'erreur. En mars 2020, la pandémie assaillait la France. Politique scientifique enchaînait les déclarations chocs et fausses. Retour un an en arrière. Alors, c'est pas sur le mode, ce serait trop facile de dire « Oh là là, il y a un an, qu'est-ce qu'on disait comme connerie sur le Covid ?» C'est pas que ça. Les Jours dénoncent ceux qui savent, les sachants, les hommes et les femmes en situation de pouvoir politique scientifique, qui parfois assènent des choses avec le ton de la vérité absolue, alors que, eh bien, les faits vont leur donner tort, et deux, dans leurs paroles, il n'y a aucunement la place au doute. C'est ce que veut dénoncer Les Jours avec ce très bon dossier. Avec des exemples. Je crois qu'il y a 5 exemples. Voilà. Les Jours écrit c'est un anniversaire dont on serait bien passé. Il y a un an, Emmanuel Macron nous annonçait que nous étions en guerre, que nous allions devoir rester chez nous, premier confinement. Ok. Pour fêter, entre guillemets, la première bougie du premier confinement, nous nous sommes replongés dans ce qu'on croyait, ce qu'on disait publiquement du Covid début mars 2020. Sur certains sujets, le temps a passé, s'avère cruel. Sur les masques, par exemple, considérés comme malheur non nécessaire, portés par tout le monde aujourd'hui. Mais ce qui nous a surtout frappé, en se replongeant dans ces déclarations vieilles de 12 mois, c'est qu'on proférait avec un aplomb extraordinaire ce qu'on sait maintenant être des erreurs. Le philosophe des sciences Étienne Klein a mis au goût du jour un mot pour décrire une maladie de notre époque très courante, l'ultracrépidarianisme. Ah vache, l'ultracrépidarianisme, l'art de parler de sujets à propos desquels on n'a aucune compétence. Ah, mais il faut que je vous mette le site. Pourquoi ça a changé? Oh, c'est revenu au Paris. Hop, voilà. Vachement intéressant. Eh bien, nous nous sommes rendus compte, écrivent Les Jours, que ce n'est pas l'apanage des réseaux sociaux. Avec les politiques, les scientifiques sont les premiers concernés. La preuve avec 5 déclarations, on va bien rigoler. Jaune, on va rigoler jaune. Déclarations choc qui font rire. Ah bah, jaune, d'ailleurs, disent Les Jours comme moi aujourd'hui. Première citation, Sibeth Ndiaye, vous vous rappelez, la porte-parole du gouvernement, le 5 mars 2020. Si l'épidémie circule dans tout le territoire, on ne va pas arrêter la vie de la France. Ok. Ce retour sur nos croyances de février 2020 et mars ne pouvait ne pas commencer par une citation de Sibeth Ndiaye. Là aussi, ça tire à balles réelles. Celle qui était alors porte-parole du gouvernement est devenue une figure du pire de ce qu'on pouvait produire en matière de communication. Avec son attitude méprisante ou ricanante, cette proche d'Emmanuel Macron a multiplié, souvent sans aucune précaution de langage, écrivent Les Jours, des affirmations qui sont devenues quelques jours après caduque. Mais Sibeth Ndiaye avait un avantage, elle disait haut et fort ce que pensait beaucoup de monde à cette époque. Ici, en l'occurrence, qu'il n'était pas envisageable de mettre en place un confinement en France. On sait ce qu'il est advenu. Deuxième phrase. On a 5 phrases champions là, au championnat. On nous le présente comme un tueur, mais c'est un virus bénin. Qui a dit ça? François Bricaire, ancien chef de service à la Pitié-Salpêtrière. Le 9 mars 2020, on nous le présente comme un tueur, c'est un virus bénin. Le problème n'est pas tant de se tromper, c'est de le dire avec autant d'assurance. C'est un ponte, ancien chef de service à la Pitié. On a envie de lui faire confiance. Donc le mec, il nous dit c'est un virus bénin. Bah, c'est un virus bénin. Le mec, il sait de quoi il parle. Bah non, il ne sait pas. C'est ça le problème, c'est l'assurance. Quand on se replonge dans les déclarations de certains scientifiques faits les jours précédant le confinement, il y a un élément qui apparaît très troublant, écrivent Les Jours. Ce sont les affirmations sur le caractère finalement peu dangereux du coronavirus. L'urgentiste Gérald Kierzek, par exemple, affirmait qu'on a affolé les gens en donnant des chiffres de mortalité qui sont largement surestimés, que le coronavirus, ça n'est pas un virus où je le touche, tu attrapes le virus, tu meurs, mais un virus qui se rapproche plus du virus de la grippe ou de la gastro. Bon.
Le problème, c'est dans l'affirmation. Allez, troisième phrase. Jérôme Salomon, que vous connaissez sans doute, le directeur général de la santé. En mars, la transmission se fait en face à face quand quelqu'un vous éternue dessus ou quand quelqu'un vous touche. On sait aujourd'hui que c'est essentiellement, en tout cas beaucoup, par inhalation de l'air expiré autour, ce qu'on appelle le côté aérosol, avec les micro-gouttelettes. Et là, Jérôme Salomon dit autre chose, mais avec beaucoup d'affirmation. Quelqu'un me dit... Noix de Coco 83, que je salue, qui est un habitué, ça fait du mal cette rétrospective, mais oui, tu m'étonnes, c'est toi. Voilà. On continue. Les personnes qui ne toussent pas n'ont pas besoin de porter un masque. Eric Combe, c'est pas n'importe qui, c'est le chef du service des maladies infectieuses et tropicales à la Pitié-Salpêtrière. Voilà. Voilà. Alors, les jours disent... On a raconté précédemment l'histoire de la pénurie de masques, les mensonges gouvernementaux à ce sujet. Il y a un an, mieux valait assurer que le masque n'était pas utile puisqu'il n'y en avait pas. C'est le gouvernement, en fait, c'est ça. Pourquoi le gouvernement, à un moment, nous a dit les masques ne sont pas utiles, c'est surtout parce qu'il n'y en avait pas. Voilà. C'est ce que disent les jours. Voilà. Mais ce qu'il faut également rappeler, c'est que des scientifiques qui n'avaient a priori aucune raison politique de tenir un discours lénifiant on dit la même chose avec un aplomb étonnant vu de 2021. Ces scientifiques qui nous ont dit que ce n'était pas la peine de porter des masques. Allez, une petite dernière pour la route. Les enfants ne semblent pas être moteurs dans la propagation du virus. Antoine L'Huillier, infectiologue. Alors, et les jours écrivent, si à ce stade, vous n'êtes, c'est pour vous ça, c'est pour nous. Si le journal qui a publié cet article, c'est Les Jours. C'est un site d'information sur Internet. Si à ce stade, vous n'êtes toujours pas convaincu que la prudence de langage s'impose, terminons avec l'exemple des enfants. Dès l'apparition de l'épidémie, on s'est rapidement rendu compte que notre chère progéniture ne tombait quasiment pas malade. 14 mois plus tard, le constat est le même. Les mineurs symptomatiques sont très rares. Les décès d'enfants se comptent sur les doigts d'une main. Pour autant, un débat est ouvert, toujours pas tranché, sur le rôle que jouent les plus jeunes dans la transmission de la maladie. Toute une partie de la littérature scientifique estime qu'on sous-estime aujourd'hui la réalité du nombre d'enfants positifs au Covid-19, du fait justement que très peu sont malades. Ainsi, selon une étude récente de chercheurs espagnols de Valence, peu importe que les enfants positifs soient asymptomatiques ou symptomatiques, leur charge virale serait malgré tout importante, ce qui veut dire qu'ils seraient des transmetteurs du SARS-CoV-2 au même niveau que les adultes. Voilà. Appel à la prudence. Voilà. Et revenons sur un événement récent. Dans cette pièce, dimanche, le Premier ministre disait à propos du vaccin AstraZeneca, nous ne suspendons pas la suspension. Là, nous ne suspendons pas en France la vaccination par AstraZeneca parce qu'il n'y a pas de doute. J'aurais préféré entendre, écoutez Samuel, je vais être tout à fait franc et honnête, on s'interroge sur la question. On est un peu troublé par les suspensions des campagnes en Europe, par les cas, même s'ils ne sont pas avérés, et on réfléchit à la question. J'aurais préféré entendre ce discours voilà, de vérité, plutôt que non, il n'y a pas de doute. C'est ce qui était dit dimanche dans cette pièce par le Premier ministre. Le lendemain, la suspension vaccinale était annoncée. Voilà. Et c'est aussi comme ça que se développe la méfiance, la défiance vis-à-vis du discours des politiques, quand on ne tient pas un discours de vérité. Je ne dis pas que c'est facile de tenir un discours de vérité quand on est au pouvoir. Je ne suis pas sûr que la transparence soit facile, si on ne veut pas mettre le pays à feu et à sang tout le temps, mais quand même. Voilà. Et après, on nous dit, mais oui, mais vous ne faites pas confiance aux politiques. Bah, ouais, mais bon. Bon, voilà. Petite parenthèse. Combien de temps il nous reste? Oh, mais c'est terminé, il faut qu'on fasse un raid. Ça tombe bien, je suis arrivé à la fin. Oh, je m'applaudis tout seul. Timing. C'est ça que je voulais vous dire ce matin. Oh, oh. Voilà. Bon. Merci les amis. Merci. Alors pourquoi aujourd'hui 1h30 seulement? On a démarré à 8h30 pour ceux qui sont arrivés en cours de route. D'habitude, je stream plus tard quand même pour vous laisser vous réveiller. Mais là, j'ai une réunion très importante à 10h30. Donc à 10h, je suis sur mon scooter pour aller à France Télévisions, puisque je dois préparer la belle émission de France 2. Nous sommes la génération 2021 consacrée à la jeunesse dimanche soir sur France 2. Donc, merci. N'hésitez pas à suivre cette chaîne sur Twitch. Comme ça, notification quand je stream. Vous êtes prévenus sur le téléphone, sur la tablette, sur l'ordinateur. N'hésitez pas à suivre mon compte Twitter. C'est là où je dis plein de bêtises, mais surtout que j'annonce quand je stream. Voilà, à quel jour, quelle heure. Et on va se faire un petit raid, bien sûr. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le raid, c'est génial. C'est un des aspects les plus sympas de Twitch. À savoir que là, vous êtes combien? Je ne sais pas combien. Je n'ai pas regardé. Je ne sais pas combien vous êtes.
Ah, vous êtes ouais, plus de 12 000 quand même. Pas mal à cette heure-là. C'est drôle, il y a Hélène qui est là. On ne te voit pas, mais on voit un petit bout de toi. C'est drôle, j'adore. Oui, oui. Te retourne pas. Je vais vous inviter à découvrir le travail d'un autre streamer, d'une autre streameuse. C'est génial, il y a plein de gens qui font des choses formidables sur Twitch en matière de jeux vidéo, mais aussi de musique, de cuisine, de leur passion en fait. Et ils ont parfois 40, 50 viewers alors qu'ils font des trucs, mais top quoi. Et ben on va aller découvrir le travail de quelqu'un. Donc qu'est-ce que je fais? Je vous mets un petit écran d'attente. Dans le chat, vous me proposez des noms de streamers, mais qui n'ont pas trop de monde, mais qui font des choses vachement intéressantes. Je choisis, je regarde un petit peu parce que je ne vais pas vous envoyer voir n'importe qui. Et c'est toujours un super moment humain. La personne est contente. Le streamer, le streameuse, ils sont très contents. Et puis vous aussi parce que vous découvrez quelque chose d'intéressant. Soyez sympa, posez des questions, soyez curieux. Invitez la personne à vous expliquer ce qu'elle fait. Faites-moi des propositions. Je vous mets un petit écran d'attente. Et dans 2-3 minutes max, vous êtes orienté, raidé, on va dire, vers quelqu'un d'autre. Bonne journée. À demain. Je pense que demain matin, je ferai un petit truc. Ciao, ciao. Prenez bien soin de vous et soyez heureux surtout. C'est ça qui est important. Le reste, à très vite. Bougez pas. Hein. Close, it's true. You're the one who lit me up. Can't take me much higher. Yeah, you're the one who lit me up. Tell me, baby, can't you see that I'm on fire? Les amis, j'ai trouvé, c'est vachement intéressant. C'est magnifique ce que je vois, ce que la personne fait. Voilà, c'est un streamer. Il a 7 personnes actuellement. Et c'est ça que je veux dire. Il y a des choses formidables. Ça fait 1h14 qu'il stream. C'est magnifique ce que je vois. Je vous dis, vous allez adorer. Voilà. Voilà, je pense que la personne va être contente. J'espère qu'on va pas trop la perturber parce que c'est très très beau ce que je vois. Dans quelques secondes, vous êtes réorienté. On fait un joli raid. Bougez pas. Bonjour Snowway, bienvenue. Hello, bonjour tout le monde. Voilà, c'est Sapol, bonjour, bonjour. Vous allez bien? Coucou, coucou. J'arrive pas à suivre là. Vous êtes trop nombreux. Vous êtes trop nombreux. Salut, 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 bonjour, bonjour. Non, j'arrive pas à suivre. Vous êtes trop. Alors bonjour tout le monde, ça sera plus générique. Bienvenue. Là je fais une dédicace. Vous êtes combien? C'est beau, merci. De Samuel. C'est le raid de Samuel Etienne, non? Eh bien bienvenue, bienvenue à tout le monde. Là je fais une dédicace pour une commande. Et autrement je suis auteur de bande dessinée. J'ai pas le temps de voir tout ce qui s'inscrit là. Je suis désolé. Et donc là c'est une commande pour un collectif que j'ai mis en place. Raid de Samuel Etienne. Ouais mais je sais pas combien vous êtes. Est-ce que vous m'entendez déjà? C'est beau ce que je fais, merci. Donc là c'est une commande et autrement je suis auteur de BD.
fais sur. Normalement, je fais une bande dessinée qui fera 2 tomes de 120 pages à peu près. Il n'y a pas de son. C'est trop beau, il n'y a pas de son. On m'entend pas. Est-ce qu'il y a du son? On m'entend pas? On entend, d'accord. Il y a du son. Ok, ça marche. C'est là qu'on ne comprenait pas. Est-ce que je peux me présenter? Eh ben, je suis bienvenue dans mon atelier. Je suis auteur de bande dessinée. Donc je fais des bandes dessinées, je vais essayer de vous montrer comme ça par exemple. Ça c'est la dernière, une des dernières qui est sortie, à Brassos. Là ce sont des nouvelles sur le thème du tango argentin. Parce que je suis danseur aussi de tango argentin. Voilà. Et puis